Dans les réserves départementales de la Loire, un cahier à la couverture de cuir jaune attend. Sur la première page, en encre brunie, journal de production, mine de Saint-Léon, 1879-1885. Les dernières lignes portent des chiffres, tonnes extraites, salaire versé, puis une colonne annotée, perte, homme, 43. Ce carnet retrouvé derrière une cloison lors des travaux de 1978 est la clé d'une histoire qu'on a voulu oublier. Aujourd'hui, nous allons dérouler ces pages, recouper les déclarations et montrer comment la fin de Gain a servi de cimetière à des vies humaines. Le 12 mars 1871, la compagnie des houillères du Mont-Noir signe devant le greffe de Saint-Léon un acte de concession. C'est une petite commune de la Loire, vallée d'altitude, où l'ouverture d'un puits promet emploi et recettes fiscales. Le document fixe les obligations. Extraction autorisée sur un périmètre de 120 hectares, redevance à l'État fixée à 0,25 francs la tonne extraite et promesse d'emploi stable au moins pour 100 ouvriers locaux. Les registres municipaux louent la perspective. Le maire, Pierre Morel, annonce publiquement « 100 emplois, routes, écoles ». Les familles applaudissent. On calera la vie du village sur ce futur ronron minier. L'investissement est conséquent. La compagnie engage 45 000 francs pour creuser et installer une machine à vapeur de 24 chevaux, rampe et treuil compris. Les comptes de 1872 montrent un bénéfice rapide. 5 600 tonnes extraites cette première année, recettes brutes évaluées à 1 400 francs par mois. La mine semble prospère. Mais la marchandise qu'on mesure en tonnes n'est pas la seule comptée dans les livres. Dès les premières rotations, les incidents commencent. Le 17 juin 1873, le premier procès-verbal. Effondrement secondaire dans Galerie Nord. Victime, Jean B., 28 ans, ouvrier. Mort instantanée. Signé par le contremaître et le brigadier de gendarmerie. Les assurances versent 300 francs à la veuve. Une somme modeste mais suffisante pour apaiser la maison Villedieu, propriétaire d'une boulangerie et fournisseur de la mine. Le rapport technique évoque hématite fragilisée et mauvaise consolidation du front. Le ton administratif rassure. L'accident est un fait divers, accepté comme tel. Pourtant, dans les coulisses, on note des pratiques inquiétantes. Voici un extrait du journal de production, carnet retrouvé, reproduction. 3 août 1874, équipe 3, 7 hommes descendus à 4 heures, remontée 5 hommes, matériel complet. Différence 2 hommes. Note signalé à la comptabilité. Signature C. Duval, cheminot, contrôleur. Le mot signalé revient comme un rituel. Les pertes sont notées, chiffrées, puis intégrées à une colonne pertes qui apparaît dans les bilans trimestriels. Les cadres de la compagnie parlent alors en euphémisme. Événements de travail, risques inhérents, mais ne lancent pas d'enquête externe. Le préfet, contacté à 2 reprises par le maire, répond par lettre le 12 octobre 1874. L'industrie est essentielle. Toute rumeur doit être vérifiée, mais la prudence commande de préserver l'activité. Traduction administrative, classer et ne pas effrayer les investisseurs. La pression économique pèse lourd. Les salaires sont bas. Un mineur touche en moyenne 300 francs 50 par jour en 1875. Un chef d'équipe perçoit 5 francs. Les familles dépendent. Le patronat, la famille Delorme, actionnaire majoritaire, pèse sur le conseil municipal. On trouve dans les comptes communaux un versement régulier noté « cadeau à la commune ». 2 000 francs en 1876 pour refaire la route, 1 500 francs l'année suivante pour l'église. L'évidence du profit s'ajoute à la contrainte du besoin. Qui s'opposera à la machine qui nourrit tout le village? Les premiers pertes sont expliquées aux familles en termes techniques. On paie des indemnités, on organise des messes pour les morts tombés au travail. Le curé local, l'abbé Fournier, bénit les fosses et prononce des homélies sur la fragilité humaine. Peu de gens osent plus poser la question qui brûle. Pourquoi tant de disparitions sans trace? Pourquoi des outils abandonnés, des lampes encore allumées dans des galeries vides? Un témoin, René L., charretier à la scierie voisine, dépose une note manuscrite en 1881.
J'ai vu des tombereaux partir la nuit avec coffres et sacs. Ils venaient des abords du puits. On murmurait que des choses lourdes étaient remontées. On rit, on accuse l'imbres, mais les murmures s'amplifient. Dans ces premières années, la mine forge donc sa légitimité sur 3 piliers. Production mesurable, tonnes, circulation d'argent visible, dons, salaires, et un discours officiel qui transforme la mort en statistique acceptable. À l'ombre de ces chiffres, quelque chose d'autre est compté, mais par d'autres mains. Les pages du carnet de 1879 à 1885 en gardent la trace. Elles parlent de pertes assorties de montants, non pas d'indemnités, mais de valeurs récupérées. Le calcul devient clair et cruel. La terre reprend des vies, la comptabilité récupère leurs biens. L'hiver 1882 marque un tournant. Une série d'accidents rapprochés secoue la vallée. Le 4 février, un éboulement engloutit 6 mineurs de l'équipe 5. Le procès-verbal du gendarme Chevalier, retrouvé dans les archives départementales, note sèchement « Impossibilité de récupération, galerie condamnée, décision de l'ingénieur en chef ». La mine poursuit son activité le lendemain. Pas de deuil officiel, pas de suspension. On procède à une messe rapide, financée par la compagnie, et les veuves reçoivent une enveloppe de 200 francs. Le carnet de production, lui, affiche perte 6, compensation versée 1200 francs. C'est ce contraste qui alerte un premier témoin extérieur, le docteur Henri Latour, médecin de campagne appelé pour constater les décès. Ses notes privées, conservées dans son cabinet et retrouvées après sa mort, sont glaçantes. Les corps que j'ai vus n'étaient pas tous victimes d'éboulements. 2 d'entre eux présentaient des plaies franches, nettes, probablement infligées par outil métallique. La compagnie m'a pressé de signer l'acte de décès, mort accidentelle par écrasement. J'ai signé, faute d'alternative. Ces lignes, jamais transmises officiellement, circulent dans des carnets intimes. Elles révèlent un détail inquiétant. La mine ne tue pas seulement par accident, certains morts sont maquillés. La rumeur enfle. Le 18 avril 1882, le maire, Pierre Morel, reçoit une pétition signée par 43 habitants demandant enquête sur les conditions de sécurité et le nombre réel de morts. Parmi eux, des veuves, un instituteur et un commerçant ruiné par la dette des familles endeuillées. La réponse du préfet tombe, lapidaire. L'exploitation minière est un enjeu national. Les troubles doivent cesser. Tout écrit subversif sera transmis au parquet. En d'autres termes, silence. Ce silence se fissure lorsqu'un homme, Émile Carrière, ancien contremaître congédié pour insubordination, rédige une lettre ouverte dans le journal local Le Courrier du Forêt, édition du 7 juin 1882. Il écrit « Chaque mois, des hommes disparaissent sans trace. Les registres officiels mentent. J'ai tenu la liste réelle, 61 noms en 5 ans. Qu'on vienne fouiller les galeries bondanées. » L'article choque, mais le journal est aussitôt saisi. L'imprimeur est menacé d'une amende et Carrière arrêté pour calomnie contre administration et société civile. Il sera libéré 3 mois plus tard, ruiné et discrédité. Mais sa lettre reste et des copies circulent dans les villages voisins. Ce sont précisément ces copies qu'un jeune prêtre, l'abbé Fournier, transmet discrètement à un député républicain de Saint-Étienne, connu pour son opposition aux grandes compagnies minières. Ce dernier saisit la commission du travail à Paris. Une enquête parlementaire est annoncée pour l'année suivante, 1883. Pour la première fois, la mine de Saint-Léon est forcée d'ouvrir ses livres. Mais la compagnie se prépare. On repeint les baraquements, on renforce quelques galeries, on trie les archives. Plusieurs documents disparaissent. Pourtant, dans une armoire cadenassée que le député parvient à faire saisir, un registre survit par hasard, celui des effets personnels récupérés. Il liste année après année des montres, des anneaux, parfois même des coffres d'outils. En marge, une mention récurrente, valeur réintégrée. Le sens est brutal. Les biens des morts étaient saisis et comptabilisés comme bénéfices. Le 12 novembre 1883, lors de l'audition publique, le député lit à haute voix l'extrait suivant. 17 juin 1879, Louis M. Bague en or, valeur 35 francs, réintégrée.
8 décembre 1880. Claude R. Montre de poche, valeur 52 francs, réintégrée. Dans la salle, les veuves éclatent en sanglots. Le directeur de la compagnie, Armand Delorme, garde un visage impassible et rétorque « Ce sont là de simples notes comptables, sans valeur probante ». Mais dans le public, la colère gronde. Le scandale naît là, au croisement entre chiffres froids et douleur humaine. Et derrière les chiffres, une question grandit. Combien de morts ont été volontairement effacés pour protéger la production ? En janvier 1884, l'État dépêche enfin un inspecteur des mines à Saint-Léon, Jules Martel, 42 ans, réputé pour son intransigeance. Dans son journal de mission, retrouvé aux Archives nationales sous la cote Mine 1884-27, il note dès le premier jour « L'air de la vallée est lourd, comme saturé de silence forcé. Les habitants baissent la tête, se taisent quand on les interroge. La peur est palpable. » La compagnie organise pour lui une visite officielle des galeries. Tout est impeccable. Poutres neuves, lampes alignées, mineurs souriants sous la surveillance de contremaîtres armés de bâtons. Mais Martel n'est pas dupe. Il remarque des portes scellées de briques récentes, marquées d'une croix blanche. À sa question, le directeur Delorme répond sans ciller. « Vieilles galeries effondrées, monsieur l'inspecteur, inutilisables. » Martel note simplement « à vérifier ». La vérification commence 2 jours plus tard, lorsqu'il s'introduit discrètement avec 2 mineurs volontaires, des hommes brisés par des années de labeur, mais décidés à parler. Il le guide vers une entrée latérale, dissimulée derrière une palissade. L'odeur est insoutenable. Là, sous les briques descellées, il trouve des restes humains mélangés au gravat, bottes, outils, un crâne portant encore un casque de cuir. Dans son rapport préliminaire, Martel écrit « Preuves irréfutables que les galeries condamnées contiennent des cadavres. La compagnie n'a pas dégagé les corps, préférant les sceller. Ces galeries ne sont pas des tombes par fatalité, mais par décision économique. » Mais lorsqu'il tente de transmettre son rapport au préfet, le document disparaît mystérieusement. L'enveloppe qu'il confie à un courrier arrive vide à Saint-Étienne. Martel comprend qu'il est surveillé. Il change alors de méthode. Au lieu d'envoyer des écrits, il commence à collecter des témoignages directs. Chaque soir, dans le presbytère de l'abbé Fournier, il interroge des veuves, des blessés, des anciens mineurs. Les récits convergent. Des galeries volontairement maintenues ouvertes malgré des fissures visibles. Des ordres directs, continués, la veine est riche. Des morts enterrés sur place, sans sépulture officielle. Un mineur mutilé, Antoine Besson, témoigne. « J'ai vu de mes yeux 2 camarades tomber, coincés sous un pilier. On aurait pu les sortir, mais le contremaître a dit « Scellez, ça coûtera moins cher que d'arrêter la production. » Martel consigne tout. Les nuits deviennent lourdes, il dort mal. Dans son carnet personnel, une phrase revient. Ce n'est pas une mine, c'est une fosse commune organisée. Delorme et ses associés sentent le danger. Ils organisent une réunion à huis clos, dont une partie des notes filtrera plus tard par un comptable anonyme. Neutraliser Martel avant dépôt du rapport, éventualité d'un accident. Le climat bascule. Martel lui-même confie à l'abbé Fournier « Si je disparais, faites publier mes carnets, qu'on sache la vérité. » La tension atteint son culment lors d'une nouvelle descente, le 2 mars 1884. Martel exige d'inspecter une galerie scellée. Delorme s'y oppose violemment, mais l'inspecteur insiste, brandissant son mandat. Les ouvriers brisent le mur. Une bouffée d'air fétide s'échappe. Derrière, une cavité entière, remplie de débris et d'ossements. Les veuves présentes hurlent. Le silence de la vallée vient de céder. La découverte de la galerie scellée provoque une onde de choc. Martel rédige immédiatement un rapport circonstancié avec croquis, description et inventaire des ossements visibles.
Cette fois, il le confie en double, un exemplaire au préfet, un autre directement envoyé à Paris via un député allié. Mais le lendemain, l'exemplaire destiné au préfet disparaît encore. Le messager aurait perdu la sacoche. Une répétition inquiétante. La nouvelle, malgré la censure, filtre dans la presse. Le Réveil du Forêt, petit journal républicain, publie le 6 mars 1884 un article en une. Les galeries de la mort, ce que cache la mine de Saint-Léon. Le texte cite des extraits du rapport Martel et décrit la scène des ossements. L'article provoque immédiatement une saisie policière du tirage, mais une centaine d'exemplaires circulent déjà. Dans les cafés, on lit à voix basse « Fosse commune, profit au prix du sang ». C'est alors que commencent les représailles. Le 10 mars, Antoine Besson, l'ancien mineur mutilé qui avait témoigné devant Martel, est retrouvé mort dans un fossé. La version officielle parle de « chute accidentelle en état d'ivresse », mais le corps porte des ecchymoses nettes au poignet, comme s'il avait été maintenu. Sa veuve supplie Martel de ne pas laisser passer. Celui-ci note dans son carnet « Besson n'est pas tombé, on l'a fait taire ». 2 jours plus tard, l'abbé Fournier reçoit une lettre anonyme glissée sous sa porte. « Si vous continuez à héberger l'inspecteur, votre église brûlera. » La peur s'installe, mais la colère aussi. Lors d'une messe dominicale, l'abbé déclare publiquement « Dieu n'a pas fait de ces galeries des tombeaux. Ce sont des hommes, en chair et en os, qui les ont transformés en sépultures pour de l'argent. Nommez-les, ce sont eux les assassins. » Les paroissiens, d'abord sidérés, éclatent en applaudissements. La vallée n'est plus silencieuse. Pendant ce temps, Delorme et ses associés redoublent d'efforts pour étouffer le scandale. Ils organisent une réunion du conseil municipal, offrant de financer la construction d'une nouvelle école et d'un dispensaire, à condition que cessent les calomnies. Le maire Morel, jusque-là complaisant, vacille. Il sait que les preuves s'accumulent. Un tournant survient grâce à un document oublié. Une carte topographique de 1878 retrouvée dans un tiroir de l'ancienne mairie. Elle montre les galeries actives à l'époque. Martel compare cette carte avec les registres actuels de la compagnie et découvre des incohérences flagrantes. Certaines galeries déclarées abandonnées sont en réalité encore exploitées en secret, hors de tout contrôle, précisément celles où les pertes humaines sont les plus nombreuses. Dans son rapport, il écrit « La compagnie a volontairement falsifié ses déclarations. Elle a exploité clandestinement des veines instables, dissimulé les accidents en murant les galeries et intégré les biens des victimes dans sa comptabilité. » Cette phrase sera décisive. Elle transforme des rumeurs en accusations officielles de fraude et d'homicide dissimulé. Mais Delorme n'entend pas céder. Le 20 mars, Martel reçoit un avertissement brutal. Son cheval est retrouvé égorgé devant l'auberge où il loge. L'inspecteur, pourtant, ne recule pas. Il décide d'organiser une descente publique avec journalistes, députés et familles pour briser le mur du silence une fois pour toutes. La date est fixée, 25 mars 1884. Le 25 mars 1884, dès l'aube, une foule se rassemble devant l'entrée principale de la mine de Saint-Léon. On y voit des femmes en coiffe noire, des enfants tenant la main de leurs grands-parents, des ouvriers avec leurs casques cabossés.
Au milieu, 2 journalistes venus de Lyon et un député radical socialiste, Louis Dumaine, mandaté pour observer en toute transparence. Martel, en redingote sombre, tient sous le bras un rouleau de cartes et de registres. À 10 heures, il s'avance vers l'entrée grillagée. À ses côtés, l'abbé Fournier brandit un crucifix, comme pour conjurer la peur. Mais devant eux, une vingtaine d'hommes armés de bâtons et de pioches, envoyés par Delorme, barrent l'accès. Le contremaître hurle. « Ceci est une propriété privée. Toute intrusion sera punie par la loi. » Dumaine réplique, la voix claire. « Et les cadavres murés, sont-ils aussi une propriété privée, monsieur ?» La tension est palpable. Les familles crient, on jette des pierres. L'un des journalistes griffonne frénétiquement. Martel s'avance encore et présente la carte topographique de 1878. Il la déroule sur une planche improvisée. Ici, messieurs, se trouve une galerie déclarée abandonnée. Or, je vous affirme que derrière ce mur, les mineurs travaillent encore et que les disparus y sont ensevelis. Nous allons le prouver aujourd'hui. Un silence tombe. Même les hommes de Delorme reculent légèrement. On entend le vent siffler dans les sapins, le bruit des corbeaux. Alors, sous la pression de la foule, les gendarmes présents acceptent d'intervenir. On ordonne de briser le mur. 3 coups de pioche, 4, puis un souffle glacial s'échappe, accompagné d'une odeur insoutenable, mélange de terre humide et de chair pourrie. Une femme s'évanouit. Derrière les pierres décelées apparaît un spectacle atroce. Des casques écrasés, des bottes encore aux pieds de squelettes entassés, des poutres calcinées qui témoignent d'un incendie volontaire pour étouffer les survivants. L'un des journalistes lève sa lanterne. Mon Dieu, ce n'était pas un accident. Au milieu des ossements, Martel distingue des marques au charbon sur la paroi. Des mots griffonnés à la hâte, à demi effacés. On nous a murés, on nous a trahis. La clameur éclate à l'extérieur. Les familles hurlent des noms, certaines tombent à genoux. Dumaine, livide, tourne vers les gendarmes. Vous n'avez plus d'excuses, ceci relève de la justice criminelle. Delorme, absent ce jour-là, comprend trop tard qu'il a perdu le contrôle. La vérité, désormais visible, est impossible à étouffer. Mais la violence n'est pas terminée. Alors que la foule se disperse, des coups de feu éclatent à l'entrée du village. 2 hommes masqués à cheval ouvrent le feu sur le groupe de Martel. L'inspecteur se jette au sol, indemne, mais le député Dumaine est atteint à l'épaule. Le sang éclabousse les registres qu'il tenait encore. Ce jour-là, la vallée comprend qu'elle ne pourra jamais revenir au silence. Le lendemain de la descente, les journaux régionaux titrent à la une « Les morts murés de Saint-Léon ». Les clichés pris à la hâte montrent les squelettes entassés, les inscriptions au charbon, les veuves effondrées. En moins de 3 jours, la nouvelle remonte à Paris. Le petit journal publie une gravure dramatique, un mur fissuré laissant apparaître des crânes. Le scandale est national. Le ministère de l'Intérieur envoie sur place 2 juges d'instruction, accompagnés d'experts en ingénierie minière. Martel, convoqué à la préfecture, remet ses registres tachés de sang, preuve irréfutable de la falsification. L'abbé Fournier témoigne devant la commission. Ces hommes n'ont pas péri par hasard. Ils ont été sacrifiés pour cacher les effondrements, pour épargner des frais, pour sauver les profits. Pourtant, dès les premiers jours de l'enquête, des signaux inquiétants apparaissent. Des témoins disparaissent mystérieusement. Un ancien contremaître prêt à parler est retrouvé noyé dans la rivière. On murmure que Delorme a déjà envoyé ses émissaires à Paris, porteurs de valises pleines de billets. Le juge d'instruction, Morel, reçoit une lettre anonyme. « Ne creusez pas trop profond.
Certaines vérités coûtent plus cher que l'or. Mais la presse refuse de se taire. Chaque semaine, de nouveaux articles révèlent la longue liste des disparus, les comptes truqués, les donations suspectes au préfet. Le député Dumaine, malgré sa blessure, revient à l'Assemblée avec son bras en écharpe. Du haut de la tribune, il déclare « Le sang des mineurs tache nos institutions. Si la justice se tait, c'est le peuple qui jugera. » Sous la pression, Delorme est enfin convoqué à comparaître. Il arrive au tribunal de Grenoble dans une calèche luxurieuse, escorté par 4 gardes privés. Sa défense est simple, nier. Ce sont des légendes, des manipulations orchestrées par des radicaux. Mes mines respectent la loi et je n'ai rien à cacher. Mais l'air est différent. Dans la salle remplie de veuves en noir, on entend les murmures « Assassins, voleurs de vie ». Et pourtant, malgré l'horreur des preuves, un doute subsiste. Les juges, financés par les mêmes réseaux d'intérêts, oseront-ils condamner un homme aussi puissant ? Martel, voyant la lenterne de la machine judiciaire, comprend que la bataille ne fait que commencer. S'il échoue, les morts seront trahis une seconde fois. Le 12 novembre 1887, la salle d'audience du tribunal de Grenoble déborde. Des familles entières, descendues de Saint-Léon et des hameaux voisins, s'entassent sur les bancs. L'air est lourd, saturé de l'odeur de laine mouillée et de charbon. On dit que jamais une affaire n'avait attiré autant de monde. Delorme, en costume noir impeccable, s'installe sur le banc des accusés. Son avocat, Maître Vasseur, célèbre pour avoir défendu des banquiers compromis, affiche un sourire assuré. Le président du tribunal ouvre la séance. Nous allons examiner les accusations de falsification de registres, d'homicide involontaire multiple et de corruption administrative. Le premier témoin est le docteur Martel. Sa voix tremble d'abord, puis se raffermit. J'ai constaté de mes propres yeux des squelettes prisonniers derrière des murs scellés. J'ai relevé les noms correspondants dans les registres de paye. Les preuves de falsification sont là. L'avocat de Delorme ricane. Monsieur Martel est un médecin de campagne, non un ingénieur. Il n'a ni la compétence ni l'impartialité nécessaires. Peut-être a-t-il été manipulé par des agitateurs politiques. Un murmure d'indignation traverse la salle. Une veuve se lève brusquement. « Mon mari n'est pas une invention, il est mort là-dessous !» Les gendarmes l'obligent à s'asseoir, mais la tension est palpable. Puis viennent les registres. L'abbé Fournier, avec sa soutane usée, jure devant Dieu qu'il a vu Delorme ordonner de fermer les galeries maudites. On produit une lettre, retrouvée dans les affaires du contremaître disparu. Les coups sont insoutenables. S'ils périssent, nous les compterons comme disparus. Les veuves recevront une aumône. Le silence leur sera imposé. D. Le document est signé d'une main identifiable, celle de Delorme. Le prétoire explose. Delorme, pour la première fois, perd son calme. Mensonge! Faux grossier! Mais le juge Morel garde le ton ferme. L'authenticité de cette lettre a été confirmée par un expert en graphologie. L'atmosphère devient étouffante. Le procès n'est plus une formalité, il se transforme en confession publique des horreurs de la mine. Chaque témoin ajoute une pierre au mur de l'accusation. Et pourtant, une ombre plane. Dans les couloirs, on dit que Delorme a promis de régler l'affaire par d'autres moyens. Le 16 novembre 1887, la salle du tribunal est encore plus bondée que les jours précédents. Les bancs grincent sous le poids des corps serrés, les vitres se couvrent de buée, l'atmosphère est électrique. Tout le monde attend le dernier témoin. Jean-Baptiste Roux, ancien mineur, rescapé de l'effondrement de 1879.
Quand il entre, appuyé sur une canne, un silence tombe. Sa peau est cireuse, ses yeux creusés par l'obscurité des galeries. Le juge Morel lui demande de prêter serment. Sa voix est faible, mais chaque mot résonne. « J'ai vu. J'étais là quand la galerie s'est refermée. » Il raconte. Le bruit de la roche, les cris étouffés de ses camarades, puis l'ordre du contremaître. « Fermez, clouez les planches, scellez le mur. Le patron ne veut pas de frais. » Roux s'était caché derrière un chariot. 3 jours plus tard, il avait réussi à s'échapper par un boyau secondaire. Depuis, il avait fui le pays, rongé par la honte et la peur. L'avocat de Delorme tente de l'interrompre. « Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. » Alors Roux sort un carnet, usé, taché de charbon. « Voici la liste des hommes de mon équipe. 12 noms, aucun n'est jamais revenu. Leurs familles n'ont reçu ni salaire ni cercueil. » Le président examine les pages. Les noms correspondent aux disparitions consignées dans les registres falsifiés. La salle explose en sanglots et en cris. Delorme se lève blême. « Vous voulez ma mort? Mais sans moi, vos villages seraient restés dans la boue. J'ai apporté le progrès, j'ai donné du travail. » Le juge frappe de son marteau. « Silence! Le tribunal n'est pas un théâtre. » Mais à cet instant, tout le monde comprend. La vérité est irréfutable. Ce n'est plus une affaire de chiffres ou de registres, c'est la voix d'un survivant qui a brisé le silence. Dans les couloirs, des journalistes griffonnent frénétiquement. Le soir même, les journaux titreront « Le directeur Delorme accusé d'avoir scellé ses ouvriers vivants ». Le 20 novembre 1887, après 6 jours de débat, le tribunal se réunit pour délibérer. La salle est glaciale, mais l'attente fait transpirer les fronts. Les veuves serrent entre leurs doigts des mouchoirs. Les mineurs survivants se tiennent debout, comme en veille funèbre. Delorme, malgré ses traits tirés, garde une posture fière. Son avocat murmure « Tenez bon, ils n'oseront pas condamner un homme de votre rang. » Mais le juge Morel revient avec une expression grave. La sentence tombe d'une voix claire. Eugène Delorme est reconnu coupable de falsification de documents, de négligence criminelle ayant entraîné la mort et de corruption active. Un cri de soulagement parcourt la salle. On entend des sanglots puis des applaudissements étouffés par les gendarmes. Mais le silence revient quand la peine est énoncée. 20 ans de travaux forcés au bagne de Cayenne. Delorme s'effondre sur sa chaise, blême. Pour la première fois, son masque de puissance se fissure. Il murmure « Cayenne, c'est une mort lente ». Son avocat proteste, hurle à l'injustice, mais la foule ne l'écoute plus. On se tourne vers les veuves, vers les mineurs, vers Roux. Une femme s'avance. « Ce n'est pas assez. Nos morts, eux, n'auront jamais de justice complète. » Dans les jours qui suivent, les journaux se déchaînent. Le roi du charbon envoyé au bagne. La France découvre ses catacombes industrielles. À Paris, des députés réclament une réforme du Code du travail minier. Pour la première fois, l'idée d'un contrôle indépendant des galeries est évoquée. Mais dans les villages, la colère persiste. Car si Delorme est condamné, les actionnaires de la compagnie, eux, restent intouchables. Les profits accumulés ne seront jamais restitués. Le 27 novembre, un cortège silencieux descend les rues de Saint-Léon. Pas de fanfare, pas de bannière, seulement des noms inscrits à la craie sur des planches de bois. Les noms des disparus. Et dans les caves de la mairie, on conserve toujours le carnet taché de charbon de Roux, comme une relique. Eugène Delorme quitta la France sous escorte en janvier 1888. Le voyage jusqu'en Guyane dura 6 semaines, ponctué de fièvre, de tempêtes et d'insultes lancées par des passagers qui connaissaient son nom. À son arrivée à Cayenne, il ne portait déjà plus ce costume noir impeccable, seulement une veste râpée et des fers aux chevilles. Les registres du bagne notent son numéro, détenu 42 781. Aucun titre, aucun privilège. Le roi du charbon devint un simple forçat,
condamné à casser des pierres sous le soleil brûlant. Quelques années plus tard, un rapport administratif le mentionne brièvement. Décédé de dysenterie, 1892. Son corps fut jeté dans une fosse commune, sans croix, sans nom. En France, l'affaire de Saint-Léon ne s'éteignit pas avec lui. Le procès avait ouvert une plaie, et cette plaie ne se referma pas. En 1890, une loi imposa pour la première fois un contrôle annuel obligatoire des mines par des inspecteurs indépendants. Mais pour les familles, ces réformes étaient trop tardives. Le docteur Martel continua son travail de médecin, mais resta hanté par les visages des mineurs scellés derrière les murs. L'abbé Fournier, jusqu'à sa mort, organisa chaque année une messe en mémoire des disparus, lisant à voix haute les noms consignés dans le carnet de Roux. Quant à Jean-Baptiste Roux, il ne revint jamais à Saint-Léon. On dit qu'il erra de ville en ville, incapable de trouver le sommeil, répétant sans cesse « Ils ont fermé le mur, j'ai entendu leurs mains taper, taper !» Aujourd'hui, les ruines de la mine de Saint-Léon sont recouvertes de broussailles, mais sur une pierre gravée, une inscription demeure. Ici, des hommes ont été sacrifiés au profit. Que leur mémoire nous empêche d'oublier. Et la morale, toujours la même, résonne dans l'air humide des montagnes. Le mal ne vient pas des fantômes ou des légendes, mais des décisions d'hommes qui choisissent l'or plutôt que la vie.